Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette quatrième partie d'FAQ. Bonne année tout le monde, j'espère que vous avez bien commencé l'année. En tout cas pour ma part j'ai passé des vacances en famille. Il s'agit d'une FAQ comme vous le savez, donc j'attends de vous des questions et vous attendez de moi d'éventuelles réponses. Donc n'hésitez pas dans le chat à en poser. Je suis là pour y répondre jusqu'à ce que je n'ai plus de voix ou que je vous rattrape dans le chat. Vous connaissez la musique, n'est-ce pas? J'en reviens à ce que certains m'avaient demandé dans le chat, à savoir Matrix 4. Alors, le bon Matrix 4... je l'ai vu, je l'ai pas vu en salle parce que voilà, bon, je voulais le voir avec la famille et tout ça, mais bon, c'était compliqué. Donc, moi, je l'ai vu de mon côté en virtuel. Je pense que c'est un très bel objet de réflexion, mais que ce n'est pas un objet de divertissement. Et c'est vrai que quand on va lancer Matrix la première fois, on souhaite être un petit peu diverti, et ce n'est vraiment pas le cas. Donc il faut passer cette barrière, et après on peut trouver des choses, mais il faut se mettre dans une condition pour réfléchir. Si on lance Matrix et qu'on ne veut pas réfléchir, c'est-à-dire réfléchir, parce qu'on réfléchit toujours devant un film, même un film où soi-disant on pose son cerveau, hein, parce qu'il y a des personnages à comprendre, il y a l'histoire à suivre, il y a des agencements de plans à comprendre, pour appréhender l'aventure. Donc notre cerveau réfléchit, mais quand j'entends réfléchir dans ce cadre, c'est-à-dire fournir un effort intellectuel pour raisonner avec les propos tenus par les personnages à propos du film, c'est-à-dire comprendre le sous-texte que certains personnages ont, comprendre les enjeux méta du film à certains moments du film même, et bien sûr passer au-delà du charabia pour faire genre on parle comme dans les films Matrix, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça la réflexion que demande le film, entre autres. Et celui-là, moi je l'avais clairement pas. J'ai chopé des morceaux, j'ai chopé une moitié. Alors, encore une fois, le film nécessite d'être revu, mais clairement il y a aucun intérêt à faire un quatrième pour nous fournir ceci. Le film se vautre et je crois même que c'est peut-être tant mieux, pour pas que ça donne envie aux autres de continuer après la réalisatrice. Je sais pas si c'était voulu ou non. Si c'était voulu, je trouve ça un peu fort de café, parce que je pense que Keanu Reeves il était super content de faire le Matrix 4, hein, et moi, faut pas me donner dans l'idée que ça a été fait précisément pour que ça se plante, parce que ce serait manquer de respect à tous ceux qui croyaient vraiment dans le projet. Parce que bon, il y en a certains qui disaient que Wachowski faisait des films pour qu'ils se plantent, pour ébranler le système ou je sais trop quoi. Là, je pense que non, ça c'est prendre ses désirs pour des réalités. Hein. Les gens, quand ils font des films, quand ils s'investissent pendant des années, c'est pour que ça rencontre, que ça connecte avec le public. Hein. C'est pas pour dire finalement c'est nul, on passe à autre chose. Hein. Après, c'est dans ce cas-là aussi un film qui montre clairement les limites actuelles de film. Hein. Il y a une vraie différence entre... encore une fois, hein, je vais prendre le film qui cartonne en ce moment, c'est le Spider-Man et Matrix. Hein. Il y a un monde qui les sépare. Un monde de propos, un monde de style, un monde aussi de public visé, un monde d'histoire, de scénario. Donc scénario ne veut pas dire forcément le propos. Hein. Le scénario, c'est comment la chose est narrée, qu'est-ce qui motive les personnages, les conflits, tout ça. Hein. Et le propos, c'est est-ce que le film veut dire quelque chose. En cela, le Matrix a tout bon sur l'aspect cynique, je devrais dire, de notre monde, puisqu'on fait intervenir un analyste de data à la place d'un architecte pour gérer un petit peu l'ensemble du fonctionnement de la matrice. Donc on voit clairement qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est un artisan et qui fabrique et quelqu'un qui analyse des données pour après proposer des solutions à la matrice. Ce qui est clairement le cas, on veut dire, si on prend un data manager ou un analyste, c'est un petit peu ce qu'on a aussi lors des studios qui font sûrement des études de marché pour savoir quel type de scénario il faudrait greenlighter. Donc on est sur ce terrain-là, et en cela, Lana a eu bien raison de prendre un autre personnage pour représenter la matrice, même si je trouve qu'il est piètrement joué par Patrick Harris.
Tout le monde joue bien, c'est pas une affaire... bon, Mérovingien, il sert à rien, mais bon, peut-être qu'il y a une signification particulière, mais j'ai même pas envie de me poser la question. Tout le monde joue bien, c'est pas là le propos, mais il y a vraiment un problème de rythme. Durandal l'avait dit très justement dès le début de sa critique, et je trouve qu'il a raison, il y a un problème d'essoufflement, même dans les scènes de baston, hein, on sent qu'il y a Sense8 qui est passé par là, hein. C'est très déroutant, ça mérite meilleure réflexion, mais sur le coup, je comprends totalement qu'on refuse le film. Hein. C'est pas... Bon, moi je l'ai refusé aussi, hein. Mais après je me dis, de toute façon, hein, au premier visionnage, je n'ai pas trouvé un message qui me saisissait. D'habitude, on peut quand même sentir quelque chose. C'est pas parce que le film parle de lui-même que tout d'un coup c'est incroyable. Hein. Faut se calmer. Je n'ai rien trouvé de saisissant, donc étant donné qu'il peut être complètement sorti de la trilogie, ça veut pas dire qu'il faut l'excommunier, hein. Mais moi je préfère rester sur mon impression de la trilogie originale, et ce petit volet est un petit surplus, un petit bonus, mais vraiment il pourrait ne pas exister, ça ne changerait rien du tout. Donc voilà, je dirais pour Matrix 4, c'est mon avis. Voilà, Arthur, tu fais bien de pointer, c'était précisément l'exemple que j'avais en tête, sans le nommer. Durandal disait que Jupiter était décevant, mais qu'il a été fait exprès. Oui, ça, il n'y a que lui pour croire une chose pareille. Ça me paraît complètement absurde. Et ce serait d'ailleurs manquer de respect à toute l'industrie et toutes les personnes qui ont travaillé sur l'élaboration et la distribution de ce film. C'est-à-dire littéralement être de gros connards. Est-ce que les Wachowski sont des gros connards? Je ne sais pas. À vous de vous faire une idée. Il y en a même qui croient que ce ne sont pas les Wachowski qui ont fait Matrix 2 et 3. Quelqu'un qui m'a dit ça il y a quelque temps. J'étais un peu surpris. Parce que pour cette personne, il y avait tellement de différences entre le premier Matrix et le deuxième qu'il a dit que c'était pas possible que le deuxième soit fait par les mêmes. Moi, je l'ai laissé dans son marécage. Hein. Je me disais, je vais pas rentrer dans ces discussions-là parce que ça me paraît être un gros piège. Qu'est-ce que tu penses de l'énorme domination du cinéma américain dans le temps critique? Disons de tes collègues alors que la majorité d'entre eux se plaignent toujours de leur mauvaise qualité. Non mais Mixbus, mais on en avait déjà parlé, moi j'en ai parlé régulièrement, c'est pour générer un flux, mais parce qu'ils savent que ça va faire venir les gens. C'est évident, je l'avais déjà dit, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que la réponse elle est pas longue, parce que j'en ai déjà parlé, c'est que c'est pour générer un trafic, parce que ces gens-là veulent du flux sur leur chaîne, donc ils prennent ce qu'il y a de mieux, et comme je l'avais dit lors de la dernière partie, ou de la partie que vous allez avoir dans quelques jours, c'est que les mecs ils prennent leur trailer, ils font un reaction trailer, ils font un débriefing de discussion de trailer, ils font un live avec guest sur le trailer, et après ça fait leur semaine complète sur le trailer d'un film à la con. On va encore taper un peu sur Spider-Man, mais c'était ça, c'était littéralement ça. Au-delà de leur personnalité et sûrement de leur grande joie de parler du film, hein, moi je pense à... C'était qui ce mec? Landry, je crois qu'il s'appelle Landry, un mec qui a l'air ultra gentil, mais il est complètement enchaîné à ces films-là. Hein. Mais c'est même pas... c'est de l'obsession que le studio sait très bien modeler, en fait, pour que ce soit une véritable accoutumance aux news, la moindre petite news, hop, on se jette dessus, on fait une vidéo, enfin, c'est généré, c'est faire même le boulot d'autopromotion des films à la place des studios, où ils gagnent de l'argent sur le dos de ces gens-là, et comme par hasard, c'est pour la plupart du temps des films américains, des films qui viennent d'une plateforme tendance. Moi, j'entends pas beaucoup ces gens parler de nouvelles acquisitions de plateformes comme Mubi ou Shadows ou je ne sais trop quoi, ou sur les plateformes là de France Télévisions et tout ça, ou des programmes sur Arte, des films qui sortent sur Arte, hein. Des documentaires sur tel ou tel acteur. Regardez, alors ce mois-ci, on a eu des documentaires, un sur Alice Guy, un autre sur John Ford. Là, il y en a un d'ailleurs sur John Ford qui vient d'apparaître sur le YouTube de Arte. Moi, je regarderai ça sûrement peut-être demain ou lundi. Ah, ces gens-là, ils en parlent pas parce que tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. Mais qui tout le monde? Ben, des internautes qui sont complètement biberonnés aussi au matraquage médiatique américain et que eux relayent en fait. Ils font vraiment partie de la chaîne. Hein. Et ça, c'est juste une affaire d'oseille. Hein.
si le cinéma allemand avait un poids médiatique colossal, bah, les gens ils commenceront aussi à parler de ça. C'est juste une affaire d'argent, c'est même pas une affaire de cinéma américain, c'est une affaire d'argent. Si le cinéma chinois débarquait comme ça avec des milliards de films et une domination de pognon, de marketing écrasante, ben t'inquiète pas que tout le monde changera vite de fusil d'épaule. Hein. Surtout quand on voit les piètres qualités, en effet tu le précises Mixbuzz dans ta question, la piètre qualité de ce qu'on a au final. Hein. Donc bon, tout ça c'est de l'agitation, mais c'est de l'agitation pour en vivre, ou espérer en vivre. Et après, se dire qu'on a besoin des petites accréditations pour aller au cinéma sans payer, parce qu'on a des petites accréditations de presse cinéma, alors qu'on est un putain de youtubeur qui en fout pas une. Et quand je dis qu'il en fout pas une, comprenez-moi bien que c'est clairement des trucs, on refait le Wikipédia pour les informations, on met ça en forme sur peut-être un petit jour, et après on enregistre avec quelques réflexions et c'est tout. Hein. C'est pas du travail de fond ça. Hein. Ces gens-là ne se posent pas beaucoup de questions. Alors ce n'est pas facile hein, de se poser tout d'un coup des questions quand on vient de voir le film et qu'on veut publier la vidéo dans la journée même, mais au bout de quelques années on peut pas tourner à vide hein. Ou alors bah, justement on tourne à vide, mais du fait que voilà on a acquis du fait d'un flux un certain nombre d'abonnés, bah, on ne se pose plus de questions, on se laisse bercer en fait par notre facilité. Je vais très probablement voir et faire la critique du prochain Batman en mars. Moi, je me pose encore un peu la question du dispositif que je vais faire, si j'en parle rapidement ou si je mets un mois à faire la critique. Je ne sais pas. J'attends de voir le film pour voir comment je vais réagir et comment je vais préparer ma sortie de vidéo. Mais il se peut que ce soit, encore une fois, comme la plupart des films qui sortent, un mois plus tard, vous aurez la vidéo. Alors, personnellement, moi, j'aimerais aussi bénéficier un peu de ce flux, quoi. Alors, je vais essayer de préparer un maximum de questions auxquelles je répondrai en sortie de salle pour gagner du temps. C'est toujours très compliqué de se poser à chaud des questions d'esthétique, des questions de propos, des questions aussi plus généralement de cinéma, pourquoi le film existe, et pourquoi il est là en fait, et comment il est là. Et quand on n'en a pas pris l'habitude, eh bien ça rend les propos de vidéo d'autant plus éphémères, parce que sur l'instant c'est bien joli, mais quand on passe plusieurs mois, voire plusieurs années, quand on revoit la vidéo, on se dit mais il n'y a rien là-dedans. Bah oui, parce que la personne ne sait pas plus se poser de questions. Alors que moi, si je revoyais une bonne critique, moi j'aime bien des fois réécouter, je crois que j'ai réécouté 3 fois depuis qu'elle existe, celle de Alien Covenant. Il y a 2-3 machins où je me dis, ah, là j'ai fait mon boulot, et je suis content de l'avoir fait, d'avoir pris le temps pour le faire. Je m'étais renseigné, tout simplement, pour pas dire de la merde, encore une fois, quand je sortais la vidéo. Et pour me préparer, justement, aux éventuelles, agressions de gens qui disent « Mais ce film, c'est une merde !» et tout ça. Alors que moi, j'ai trouvé beaucoup de potentiel dans le film. Luc, c'est amusant, tu dis « Il risque de se faire acheter, enfin embaucher ». Ah ben, quand la Warner vient leur donner des billets gratuits pour aller voir le dernier je sais pas quoi, ou on va dire Disney leur donne des accréditations pour qu'ils puissent voir le dernier Spider-Man sans qu'ils aient à payer, c'est une façon de les acheter. Hein. Au point que certains geeks, on va dire, sur Twitter viennent se plaindre parce qu'ils n'ont pas eu leur billet pour aller regarder en avant-première Spider-Man, les pauvres chéris. Parce que voilà, ils voulaient peut-être en parler, faire leurs vidéos et tout ça, mais bon, il y avait 15 jours qui les séparaient de l'avant-première, les mecs viennent chouiner sur Twitter. À quel point les gens sont aliénés? Eh bien, en voici un exemple. Je ne citerai pas de nom, les gens qui sont au courant savent de quoi je parle. J'ai un pote qui ne va jamais au cinéma et qui est allé voir le premier jour No Way Home. Ouais, mais ça c'est... Encore une fois, c'est du matraquage médiatique. C'est pousser jusqu'à ce que le bébé y sorte. Hein. Et c'est terrible. Hein. C'est le matraquage. Vous allez voir, Avatar ce sera comme ça aussi. Sauf qu'Avatar, il a quelques cordes à son arc que les autres n'ont pas. Déjà d'être un deuxième volet, ça aide toujours. D'avoir une très bonne réputation du fait du réalisateur. Mais le matraquage d'Avatar sera terrifiant. Quand il commencera, il ne s'arrêtera pas. Hein. Mais le film aura peut-être plus sa place dans le succès que Spider-Man No Way Home. Ah, Mig, alors... Ça tombe bien que tu sois là. Il se trouve que j'ai suivi ton conseil et que j'ai regardé avec ma coloc Adieu Afrique. Clairement, il prend le parti pris des colons, que plutôt les gens pour qui c'est leur terre en fait. Je dis pas qu'il faut prendre vraiment parti des autochtones en quelque sorte, mais c'est quand même un documentaire à charge qui rentre un peu dans l'art d'une façon un petit peu, par moments un petit peu ridicule. Le film est intéressant pour son point de vue, c'était très insistant.
Il nous offre des images que moi je n'avais jamais vues, ça c'est son point fort. Il y a sa connotation politique que quand les colons sont tous barrés de leur colonie en Afrique, le monde a été ravagé. C'était peut-être un peu rapide de le formuler comme ça, mais le documentaire le formule comme ça. Il est clair qu'il ne se place pas du bon côté de la morale de l'histoire. L'histoire, voilà, les colons sont partis, tant mieux pour les pays. Le documentaire dit plutôt le contraire. Le pays était ravagé, le braconnage à tout va et les meurtres de masse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été passées sous le tapis pour nous montrer un tableau effroyable suite au départ des Britanniques de leur colonie. Étrangement, ils s'arrêtent juste sur les Britanniques, ils ne sont pas allés chez les Belges ou chez les Français. C'est que ça regarde, ils n'ont peut-être pas eu des autorisations, même s'ils n'en ont pas eu beaucoup des autorisations, puisqu'on les voit à un moment parcourir les zones en avion, parce qu'ils ne pouvaient pas se poser. Il y a aussi un côté avec ce documentaire qui est, je trouve, problématique, c'est qu'il y a... si j'ai bien lu, j'ai pas lu de long en large tout le travail critique ou analytique du film, mais il semblerait qu'il y ait des parties qui soient de la fiction. Et ça, c'est une tendance qu'ont les Italiens dans certains de leurs films, soit disant documentaires ou représentant le réel, de foutre de la fiction, et c'est très pénible parce qu'on ne sait jamais exactement à quel moment on est devant un véritable plan de quelque chose qui s'est véritablement passé, et à quel moment c'est de la fiction où le truc est orchestré. Et du coup, on peut tout remettre en cause dans le film. Il y a des moments où c'est compliqué de le considérer, considérer véritablement que c'est de la fiction. Il y a des masses de monde, il y a quelque chose qui se passe qui est inédit, enfin qui est trop gros pour être vrai. Et d'autres moments, on se dit tout d'un coup, c'est cloisonné, il y a peu de gens. On se dit, c'est peut-être fictionnel ce passage-là. Je n'ai pas assez de connaissances en géopolitique de cette époque pour savoir que à ce moment-là, c'est de la fiction et qu'à ce moment-là, ça s'est vraiment passé. Mais ne serait-ce que d'avoir le doute, ça c'est pénible. Et du coup, ça rend un peu caduque l'impression que donne le documentaire. En plus de même, généralement, avoir quand même un film qui est un peu décousu, qui est plus construit au jour le jour. Ça donne l'impression de ça. Il n'y a pas une véritable structure. C'est le film qui se laisse porter par ses sujets, les uns après les autres, et pas quelque chose de plus structuré, de plus travaillé. Donc, voilà, mon retour sur... Adieu Afrique, mais il est clair, Mig. Maintenant, je vais t'appeler Mig. C'est vrai que je disais un autre nom, mais maintenant ton pseudo c'est Mig, donc je vais appeler Mig. Mais il est sûr, Mig, que je n'aurais pas croisé le chemin de ce film si tu me l'avais pas mis en avant dans un commentaire. Et donc, je te remercie d'avoir attiré mon regard sur ce film-là. Merci à toi. Mes films coréens préférés. Oh, moi je crois qu'un des premiers films coréens que j'ai vu et que j'ai un peu considéré, c'est The Chaser, que j'avais vu vraiment en différé de tout le reste. Vraiment Chaser, je l'ai regardé et après j'ai vu des années plus tard un peu tout le reste. Donc Chaser a c'était un peu un cas c'est un peu un bulle à part. J'avais vu aussi à sa sortie The Host, mais j'avais pas aimé. Et, il était pas, c'est complètement au-dessus de ma tête. Mais j'ai pas beaucoup de considération pour le cinéma coréen parce que j'ai l'impression que les films se ressemblent tous. C'est l'impression que ça me donne en fait, c'est une masse que je n'arrive pas à distinguer. Mais les films sont très bien faits, mais pour moi ils sont très bien faits et c'est tout en fait. Donc des films préférés, y a un film que j'ai vu plusieurs fois, c'est J'ai rencontré le diable, mais voilà, je dis J'ai rencontré le diable, mais je suis incapable de vous dire le nom du réal. Park Chan-wook, je crois savoir, voilà, 2-3 films qu'il a fait, La Thirst, Old Boy, Mademoiselle, et un autre que je me souviens plus du nom. Voilà, j'arrive des fois à voir vaguement, mais c'est pas clair, hein. C'est pas encore très clair. J'ai vu quelques films un peu spectaculaires coréens comme The Villainess. J'avais fait une critique sur la chaîne du film. Mais encore une fois, ce sont des films performants, ce sont des films qui sont très beaux, mais au final, bon, il m'en reste pas grand-chose. Quelques petits débris, quelques flashs, quelques images, mais vraiment pas grand-chose. Je dois pas être trop fait pour appréhender ce cinéma-là. Ou alors, je n'ai pas encore trouvé des portes d'entrée qui me feront marquer plus durablement dans mon esprit leur cinéma. C'est ça, Anonyme, je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que le cinéma coréen est très diversifié, mais leur blockbuster thriller
s'exportent très bien et donc on en a l'impression de voir que ça. Bah, oui, c'est le problème toujours de l'exportation et par rapport à ce qui est produit généralement dans le pays. On n'a qu'une partie, et la partie la plus clinquante, bien sûr. Quanzel, tu me poses la question. Hello, comment as-tu fait pour regarder des films pendant la fermeture des cinémas? Ça date déjà, mais bon. Es-tu abonné à plein de plateformes de streaming? Alors non, moi je fais du téléchargement qui n'est pas légal, mais même si, par exemple, j'avais plus Internet, on va dire que je ne voulais pas télécharger pendant la période de fermeture des cinémas, eh bien j'ai tellement cumulé pendant des années, je plaisante pas, hein, depuis 2004, je cumule des films sur des disques durs que je n'ai toujours pas vus. J'aurais pu m'arrêter, même jusqu'à maintenant, le moindre téléchargement de films, j'aurais toujours des films à voir, tellement j'en ai cumulé. Là j'ai acheté un disque dur de 4 Tera, il est déjà plein. Pour changer avec des disques durs un peu vieux et tout ça, j'ai tellement de films que je pourrais m'arrêter et j'en aurai pour plusieurs années encore à voir. Autrement, on a eu Netflix pendant quelques temps avec ma coloc. Là, on vient de l'avoir à nouveau, parce qu'on nous a passé des codes et tout ça. Autrement, il y a Arte propose des films, des fois de très très bons films en streaming. Il y a de quoi faire. Et puis, voilà, moi je vois des films, mais je joue aussi aux jeux vidéo. Hein. Là, il va y avoir dans à peu près un peu plus d'un mois, il va y avoir Total War 3 ou Total War Warhammer 3, qui est un jeu vidéo de stratégie, de gestion stratégie sur l'univers de Warhammer, donc les figurines de plateau. Et moi, j'y ai joué quand même pendant 10 ans au Warhammer, donc dans les années 2000. Je jouais les orques. Et j'avais tellement de Lego que je pouvais aussi constituer en fait les armées d'autres races. Donc j'avais aussi de l'expérience avec les autres races, parce que j'avais tous les livres d'armées. Moi, le jeu vidéo prend encore une petite part, hein, où j'essaye d'être un peu renseigné sur ce qui se passe. Je regarde aussi des streamers le soir pour me divertir, mais comme on pourrait regarder un show avec des connards comme Nagui ou je sais pas quoi, hein. Je regarde des shows, je regarde le Dr Disrespect sur YouTube qui se fait maraver la gueule, AlphaCast, Math Gaming, des fois Locklear, s'il pouvait arrêter de jouer à Prop Night, ce serait bien aussi. Voilà, je regarde quelques streamings de gens qui jouent à des jeux vidéo, je passe du bon temps. Et en même temps, ça me permet peut-être d'écrire des textes à côté ou de faire un peu de montage pendant que je les entends en train de galérer sur des trucs. Après, je reviens sur le stream et tout ça. Donc, je passe pas mes journées à regarder des films. Hein. J'ai un peu, vraiment, je me suis calmé à ce niveau-là. Je pense que, voilà, je ne saurais même pas dire le ratio de films par semaine. J'en ai aucune idée. Des fois, c'est important, des fois, c'est moins important. C'est complètement variable. Et puis après, il y a toutes les vidéos ou les podcasts que je veux écouter. Alors ça prend aussi du temps. Avec la fermeture des salles, moi, j'avais aucun problème à continuer mon activité d'écoute, de visionnage de choses culturelles. Hein. Il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas légal, on est complètement conscient de ça. Hein. Mais en attendant, si les gens pouvaient fermer ces putains de sites de streaming et de téléchargement illégal, là je serais obligé de faire l'offre légale. Mais ils le font pas, parce que c'est dans des pays qui n'ont pas de législation, je sais trop quoi. En attendant, nous on va en profiter. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Fermez-les et il y aura plus de problème. Parce que moi, je ne vais pas aller dans le net profond pour essayer de retrouver les sites. Moi, je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour trouver les sites qui me permettaient d'avoir les films illégalement. Hein. Sans même que Adopi le détecte. Hein. Faut bien se comprendre que c'est pas moi le méchant. Ce sont les gens qui mettent tout ça à disposition. Sauf que, étant donné qu'ils ne peuvent pas les choper, ils attaquent qui ? Les internautes qui viennent choper leurs films. Mais pas ceux qui les mettent en ligne. Hein. Dans le jour même où Matrix était sorti sur HBO Max, il était déjà en ligne sur des sites de streaming. Hein. Et des sites de téléchargement. Hein. C'est sur ces sites qu'il faut faire qui font défoncer. Hein. Pas les gens qui viennent cueillir leurs pommes. Hein. Et puisqu'ils ne peuvent pas, alors on tape sur les gens qui viennent chercher les films. Super. Mais bon, ça encore, c'est des décisions d'arriérés. Mais il faut travailler sur Internet pour comprendre la logique. Mais bon. Hein. Ça fait quoi de te dire que ta chaîne a bientôt 10 ans ? Je me sens vieux et j'ai l'impression d'avoir fait du surplace pendant 10 ans. Ce n'est pas un beau palmarès. Mais par contre, je suis encore là. J'ai beau avoir fait du surplace, je suis encore là. Alors qu'il y en a qui ont commencé plus tard, mais les mecs sont déjà en train de partir. Alors que ça fait que 10 ans. Hein. Mais après, ils veulent peut-être pas être
mêlé à tout ce remue-ménage de YouTube, alors il s'en écarte, pour mieux en revenir dessus. Hein. On voit bien que le fossoyeur est juste incapable de trouver des moyens de distribuer ses vidéos qu'il veut être d'autre chose que des vidéos YouTube. Hein. On en revient toujours à YouTube. Hein. Donc bon, les gens sont là, les gens s'en vont, mais bon, YouTube reste. J'essaie juste de maintenir le cap, même si je voudrais proposer des choses plus fortes. Je tenterai, hein. Je sais pas si c'est cette année où j'arriverai à tout débloquer pour tenter quelque chose, mais j'en tenterai un moment. J'ai trop envie d'essayer, en fait. De voir aussi la réception que vous allez en faire. Comme je l'avais dit sur les FAQ précédentes, là de cette année, j'ai des idées, hein. Mais il va y avoir un long moment de gestation du projet. Notamment sur la forme, encore une fois. Télécharger c'est bien aussi pour ne pas donner de l'argent à Netflix, Amazon, Disney. Anonyme, tu dis t'en donnes pas aux auteurs non plus. Alors Anonyme, dans ce cas-là, si tu dis ça, est-ce que tu peux me dire comment le prix de l'abonnement est découpé pour que les auteurs en reçoivent quelque chose? Parce que pour moi c'est un problème en fait, l'abonnement. Le film, il est acheté pour figurer dans une bibliothèque. Quand le film est acheté pour figurer dans une bibliothèque, la personne a un contrat dans lequel il va recevoir de l'argent pour figurer dans la bibliothèque pendant tant de temps sur la plateforme. Mais ça n'a rien à voir avec l'abonnement que la personne perçoit. L'abonnement, il est directement pour Netflix. À moins justement que tu me dises le contraire et que tu expliques pourquoi. Parce que là, les plateformes, c'est un abonnement. Je pense pas qu'il y ait un pourcentage d'abonnement qui est réparti sur l'intégralité des films qui sont présentés en fonction des clics et tout ça. Pour moi, c'est un contrat de base où le film il est sur le marché. On va signer un contrat où on donne au pif, je dis n'importe quoi, allez, 50 000 € à l'auteur pour que le film soit dans la bibliothèque pendant 6 mois. Je dis des chiffres au hasard, hein. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins, j'en sais rien. Mais ça n'a rien à voir avec le prix que tu vas payer en abonnement. Parce que le truc de base, il sera. Ce n'est pas comme un ticket de cinéma où tu payes, tu donnes vraiment de l'argent à l'auteur. On parle justement de comédiens muets, Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy. Il m'était venu une réflexion vis-à-vis de ce que je voyais, de ce que j'entendais dans un Discord de cinéma qui est le 7e art. Donc c'est un Discord, j'en avais déjà parlé lors des FAQ précédentes. Dans le 7e art, on a des très très jeunes étudiants ou passionnés de cinéma qui refusent de voir des classiques. J'entends des classiques, des vieux films. Moi, j'ai un problème avec cette notion-là, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne peuvent pas supporter presque les vieux films. Et pour moi, les vieux films, le classique, c'est une sorte de base commune, en fait, de grammaire commune pour discuter. Et ça me paraît invraisemblable qu'il n'y ait pas une base commune de films sur lesquels on peut avoir des références quand on veut expliquer quelque chose. Alors, du coup, les gens veulent faire à chaque fois leur individu, c'est pas ce que je veux dire, mais ils veulent faire un peu vanter leur spécificité et leur goût personnel, et du coup passent leur temps à développer, à décrire les films qu'ils aiment beaucoup, les films qui font d'eux personnellement des cinéphiles, plutôt qu'avoir une base commune de films classiques que tout le monde aurait vu. Cette base classique commence à disparaître. On n'éduque pas les plus jeunes à voir des films plus vieux, donc les parents ne font pas leur boulot, puisque maintenant le cinéma commence à être plus âgé, et je pense qu'il faut comprendre ça et essayer de tirer un peu les jeunes vers le passé, pour qu'après il y ait un dialogue qui se fasse avec pas seulement avec le reste du monde, mais avec des générations qui sont peut-être plus anciennes, plutôt que reciter. Moi, par exemple, pour prendre un exemple, beaucoup de gens citent Tarantino, mais il y a un problème, c'est que tu cites en classique quelqu'un qui ne fait pas du classique. Quelqu'un qui remâche en fait des films qui sont même pas eux-mêmes des classiques. Donc on est sur une forme dégénérée déjà chez Tarantino. C'est comme finalement chez... on avait parlé d'Edgar Wright là un petit peu avant, c'est la même chose. Et du coup, comment veux-tu parler
d'un langage clair de cinéma quand tu cites des gens qui sont déjà en train de le remâcher, alors que des films plus classiques comme les films d'Hitchcock sont des films qui sont relativement dénués de références, qui sont justement des films plus épurés, plus simples, si même dans la forme, qui permet justement d'observer cette forme pure, d'en retirer des éléments clairs, des éléments de base, qui amènent après justement à des développements ou des références, des parodies. Je veux dire, on peut dire que, je sais pas moi, OSS c'est un classique, mais il est aussi boursouflé de références, et pour moi ce serait plus naturel d'avoir un dialogue sur le cinéma, pas en citant OSS 117, mais en citant justement tous les films dont il est le descendant. Pour moi, il y a un problème dans la façon dont on parle de cinéma chez les jeunes, de généalogie du cinéma. Je parle, bien sûr, là, on parle de films américains et tout ça. Je suis conscient de la limite, de la frontière, mais je trouve qu'il y a un vrai problème d'apprivoiser le passé pour après nourrir une discussion de présent, qu'on fonce comme ça tout de suite dans le présent avec des films qui traînent des choses derrière eux, hein, parce que les réalisateurs ont fait un travail, ou plus ou moins un travail. Hein. Je veux dire, Tarantino, c'est un peu n'importe quoi, hein, quand on regarde un petit peu d'un petit peu plus près, mais ce sont des gens qui ont déjà fait un travail. Sauf que les jeunes qui vont voir le film, eux, ils ne savent pas. Donc ils ont l'impression qu'il y a des trucs super cool, alors que c'est des films qui sont déjà en train de digérer, plus ou moins bien, des choses qui se sont déjà passées. Et moi, ça me gêne de constater ça dans le dialogue avec certains jeunes. Certains ne sont même pas capables d'expliquer clairement ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent essayer de ressentir dans un film, parce que quand ils citent des exemples, c'est des exemples qui sont déjà problématiques. Il n'y a pas de base commune qui soit simple. C'est tout de suite des films qui sont lourds de confection, de gestation, et je trouve ça que, je dis pas qu'il faut revenir à des films de Méliès, mais il y a une base commune qu'il faut essayer de se trouver. Il y a des ponts à toutes les époques qu'il faut essayer de connecter. Le Spielberg est un très bon pont. C'est un film une filmographie qui est teintée de passé, mais ce sont des films qui sont suffisamment clairs dans leur mise en scène pour servir de base commune aux gens. Quand il fait Jurassic Park, ça a été une base commune pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens l'ont vu. Aujourd'hui, il y a une telle ouverture à tellement de cinéma que quand tu veux dialoguer avec quelqu'un, on va passer notre temps à définir son cinéma que plutôt réellement parler de cinéma. Et ça, c'est extrêmement pénible, je trouve. On ne peut même plus dire ouais, mais tu vois, c'est comme dans la scène du meurtre dans Le Parrain 3, quoi. Non, il faut que tu expliques la scène en détail avec les plans, pas parce que la personne ne l'a pas vue. Encore une fois, manque de classique, du coup, tu passes ton temps à répéter les scènes pour finalement un exemple que l'autre ne voit même pas ce que c'est. C'est extrêmement pénible, ça. Quand vous commencez à parler avec les gens pendant très longtemps, sur des conversations de plusieurs heures, hein, les personnes n'ont plus de base commune. Donc on passe notre temps à essayer de retrouver des liens. C'est très pénible au lieu de directement parler de films. Dans le dialogue de cinéma, moi, ça me pose un problème. Je l'ai constaté avec quelques personnes sur le Discord avec qui j'ai pu parler, ou même j'ai vu des conversations. C'est très irritant. Et on a l'impression qu'on n'avance pas. Et au final, oui, quand on écoute les conversations sur les différentes chaînes de YouTube, oui, clairement, on a l'impression que ça n'avance pas, en fait, la conversation. Et ça, c'est une peur que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va devenir plus systématique, peut-être même. Retrouvons une base commune ensemble. À partir de là, on parlera le même langage. Parce que là, on ne parle pas le même langage. On a été avec quelqu'un, avec Poufy, qui est peut-être encore dans l'assistance. Enfin, l'assistance, je dis le chat, hein, mais... on était avec quelqu'un, on parlait de Gaspard Noé, et la personne était incapable de parler de ce réalisateur. Incapable. Alors, il en parlait, mais dans des choses tellement nébuleuses, on savait même pas de quoi il parlait. Je pense qu'il voulait parler du film, mais il était incapable de nommer quoi que ce soit. C'était hallucinant. Et du coup, avec Poufy, moi j'ai plutôt écouté, mais Poufy, il a vraiment essayé très très fort hein, de lui tirer les vers du nez, de savoir ce qui, dans le film, pas une espèce de nébuleuse poétique et tout ça, non, dans le film, qu'est-ce qui le fascinait, qu'est-ce qui s'approchait pour lui du chef-d'œuvre dans ces films-là. Et le mec était incapable de le dire. Quand on n'a pas de base commune, moi c'est quelque chose qui pose problème, parce qu'après quand tu vas développer, tu n'auras pas d'argumentaire à part ton ressenti vis-à-vis de quelqu'un qui a potentiellement un argumentaire.
Donc on va avoir un blocage, et c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué, notamment dans ma critique de Dune. Ce sont des gens qui se braquent et qui ne veulent pas aller davantage dans l'argumentaire sous prétexte d'un ressenti. C'est-à-dire que la personne avance des argumentaires plutôt convaincants, de véritables choses, ou des véritables points d'attaque, de conflit, pour être un peu en match de boxe, hein, quand on fait de la critique en duo ou en trio. Et la personne en face lui dit « Ah mais c'est ton ressenti, moi je ressens différemment ». Et finalement le ressenti prend le pas sur un argumentaire concret vis-à-vis du film. Mais c'est une excuse pour ne pas avouer de ne pas avoir autant d'arguments précis. Et ça, c'est un problème aussi dans les dialogues entre les gens. C'est compliqué d'avouer aussi qu'on n'a pas d'arguments, parce que c'est ça. Les gens qui se réfugient derrière le ressenti, c'est une bonne base de départ d'un argument, un ressenti. Mais c'est une base, il faut aller plus haut, il faut construire avec ce ressenti. Il faut se dire, mais pourquoi j'ai ressenti ça? Et il faut travailler le pourquoi. Et après, un moment, on ressort quelque chose qui peut être mis en avant comme un argument, pourrait-on dire, objectif. Parce que quand on ressent quelque chose dans un film, il n'y a pas de magie comme ça, c'est pas le truc qui flotte comme ça. C'est qu'il faut faire la part de choses entre ce qui est factuellement dans le film, qui est censé provoquer quelque chose à un endroit, c'est-à-dire un facteur technique, de la lumière, de la musique, des acteurs, que tout converge pour créer quelque chose, un sentiment précis, parce que c'est la volonté du réalisateur qu'à ce moment-là, il y a un truc précis, et cet amoncellement d'éléments va se confronter à toi, au spectateur, avec son éducation, ses problèmes émotionnels, ses problèmes, son émotion, sa façon de ressentir les choses, et c'est là qu'il y a quelque chose qui se crée, qui est différent d'un individu à un autre. Quand on comprend cette mécanique, eh bien on peut se dire il y a des choses qui sont objectivement présentes dans le film, ou avec une intention. Et c'est là qu'il faut faire aussi jouer l'expérience, parce qu'on peut se dire, oui, mais le travelling vers cet acteur, ça veut peut-être dire autre chose. Mais si tu as vu 500 millions de fois la même technique de travelling pour s'approcher d'un personnage d'une certaine façon, avec le personnage qui a une posture d'une certaine façon, c'est qu'il y a une constante, en fait, entre tous les films où tu as vu ce type de travelling. Donc là, c'est l'expérience qui fait parler l'objectivité de l'argument. Donc il faut aussi respecter quand la personne te dit, moi j'ai 10 ans de plus que toi, j'ai vu des films, j'ai vu beaucoup plus de films que toi, je considère que quand la personne fait un travelling sur cette porte et que la porte s'ouvre brutalement, c'est dans l'optique de créer ça comme émotion et tout ça. Mais bien sûr, aujourd'hui, on est tellement renfermé sur son petit avis, sur son petit ressenti, tout ça, qu'on ne veut pas le tolérer. On ne veut pas tolérer que l'autre, par des arguments d'autorité, par l'expérience, parce que c'est ça aussi, on fait autorité parce qu'on a plus d'expérience, à moins que, encore une fois, l'autre en face, il ait autant d'expérience parce qu'il est à peu près dans la même tranche d'âge, ou qui te prouve tout simplement par un argument aussi rigoureux que tu as tort, tu peux pas te cacher comme ça derrière ton ressenti en considérant que ton ressenti a autant de valeur qu'un argument travaillé. Et ça, c'est un gros problème dans le dialogue avec les gens, concernant le cinéma. Et c'est un truc qui peut vraiment faire péter une durite dans le dialogue. Ça peut créer vraiment un conflit où on s'insulte. Parce que les gens ne peuvent pas tolérer de ne pas savoir autant que l'autre. Ça, c'est un vrai problème, je voulais le citer lors de cette FAQ, c'est un vrai problème et ça peut tétaniser, je veux dire, tu te rends compte que tu n'as pas le niveau et tu peux pas le dire. Alors, il faut prendre un peu sur soi et dire, mais je pense pas avoir les capacités pour te répondre sur ce sujet-là, parce que moi je pense qu'il me manque des portes d'entrée, il faut le dire pour casser la... Alors, encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit lors d'une autre partie des FAQ, qu'il ne faut pas que l'autre en profite, parce que là ce serait littéralement écraser en fait écraser celui qui est en détresse d'arguments, qui ne sait pas trop comment prendre le film, alors que l'autre en face il est à l'aise. Donc c'est une affaire aussi de se mettre au niveau de la personne qui est moins à l'aise avec le propos du film, avec les éléments du film. Donc voilà, on peut parler d'élitisme, mais c'est que, encore une fois, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé le sujet, est-ce qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas travaillé, et comment ces deux-là vont réagir? S'il y en a un qui voit que l'autre est un petit peu tétanisé par le dialogue vis-à-vis de son interlocuteur, il faut que l'autre n'en profite pas, parce que là on pourrait parler d'élite méprisante, que plutôt lui tendre des perches pour voir un petit peu comment tu peux l'élever, parce que je pense pas que ce soit la personne qui a le plus de mal qui doit essayer de faire un effort de monter. À ce moment-là, quand il est en dialogue, quand il est en conflit de critique avec la personne en face vis-à-vis d'un film, c'est à l'autre qui est super à l'aise avec le sujet de lui
tendre une perche pour qu'il puisse le monter avec lui un petit peu, lui donner des pistes pour savoir un petit peu davantage des éléments, pour comprendre aussi son point de vue. Donc il y a aussi un effort de la part de celui qui est à l'aise pour amener les gens à sa hauteur, ou pour se baisser pour être à la hauteur de la personne en face, quand il y a le dialogue. Et moi je considère qu'il y a vraiment une part d'élite, d'élite intellectuelle, ou d'effort intellectuel que certains ont plus l'habitude de faire que d'autres, et du coup ils sont beaucoup plus à l'aise, et du coup, oui, ça donne une supériorité dans un dialogue. Mais il est clair que ça existe. J'entendais encore une fois, quand j'étais en live à un moment chez Samir, il y avait Kefren, qui était un ami de Samir, pour répondre à ta question, Arthur, un ami de Samir de Microciné, qui disait « Oui, mais il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas d'élite en tant que telle, avec des mecs qui sont avec des froufrous en train de siroter un thé. Non, mais il y a une élite intellectuelle, c'est-à-dire des gens qui ont un effort intellectuel sur un film plus instantané, plus percutant, mais ça se travaille, c'est de l'expérience, et du temps aussi à lire des choses. Mais le fait est qu'il y a carrément un déséquilibre total par moment. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas que l'un en profite sur l'autre. Si on veut être fair-play, qu'on veut faire preuve d'humilité, il ne faut pas en profiter. On a à dire nos choses, très bien, mais il ne faut pas commencer à écraser littéralement l'autre pour dire « Regardez, j'ai raison » et tout ça. Donc dire qu'il n'y a pas d'élite et après tu entends la même personne te dire qu'il n'y a pas d'élite, littéralement broyer les arguments de n'importe qui d'autre sur le live, c'est se foutre de la gueule du monde en fait. Donc il y a cette notion, moi je suis quand même très sensible à cette idée d'élite intellectuelle. Moi je considère qu'il y a vraiment des niveaux, des paliers, mais je pense qu'il faut aussi après faire un effort pour que ces paliers ne soient pas apparents, qu'elles ne soient pas écrasants envers celui ou celle qui a un peu de mal à appréhender le film. Il faut l'aider en fait, plutôt qu'essayer de venir avec sa grosse science à badigeonner les trucs comme une grosse tartine quoi. Mais encore une fois, là on n'est même plus sur un propos de critique, je dirais. C'est un propos d'attitude. Ça peut être déployé pour n'importe quoi. Au-delà de simplement parler de cinéma, avoir une attitude critique envers le cinéma, c'est pour des attitudes de conversation de tous les jours, d'attitude envers son prochain. Il faut que les gens qui soient à l'aise avec un sujet en fassent profiter les autres. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi une attitude dans le parler. Ça, il faut avoir de l'expérience aussi. Et il faut que les personnes qui sont en difficulté ne se sentent pas tétanisées. Il faut créer un environnement dans lequel ces personnes ne se sentent pas tétanisées. La base commune de classique, qu'est-ce qu'elle devrait contenir? Ah, bonne question, Dersouzala. Je pense que c'est en fonction des pays. Là, il est clair que oui, il n'y a pas une base classique commune. Nous sommes quand même un pays un peu particulier. J'ai vu l'interview, l'entretien, la conversation qu'avait Jacomon avec Samir de Microciné là récemment. En effet, si, comme dit Jacomon, les études de cinéma pur disparaissent des autres pays européens et qu'on est les seuls à encore en faire de véritables études de cinéma, alors que dans les autres pays ça se rattache maintenant aux multimédia, nous on a un cas un peu particulier. Moi je dirais qu'il faut quand même des représentants, il faut comprendre ce que c'est que l'histoire du cinéma. On est obligé d'avoir un peu de films allemands du début du siècle dernier, un peu de films russes du début du siècle dernier. Il faut qu'on se rende compte aussi ce que c'est que le cinéma des années 40, le cinéma de guerre. Il faut se rendre compte aussi d'un petit peu ce que c'est que la nouvelle vague. Il faut avoir quelques moments en fait de l'histoire du cinéma comme point de référence. Et on en revient toujours à ces mêmes listes, ces vieilles listes d'écoles un peu vieillottes, mais c'est des films qui sont... Alors pour le coup, c'est des classiques que tout le monde a déjà entendu parler ou que les gens ont vu. Je veux dire, Cuirassé Potemkin. Alors là, on peut parler de classiques, mais c'est de Uber classique, ça. Mais au moins, c'est une référence commune. Je veux dire, je dis Cuirassé Potemkin et j'ai tout de suite des images en tête, instantanément. Elles sont un peu dans le désordre, mais les trucs sont là, quoi. Ils sont là, ces images sont là. Et après, je peux appréhender toutes les déclinaisons d'escaliers et tout ça qu'il y a eu dans le cinéma. Dans Brasil, dans Les Incorruptibles, etc., etc., etc. Dans Le Parrain 3. Je vous parlais du Parrain 3, là. Il y a aussi une référence. Je prends ça comme ça, mais ça peut être mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. C'est une référence de cinéma politique, c'est une référence de montage, c'est important. Le Cuirassé Potemkin, pour moi, il fait partie du classique. Comme on en avait parlé avec certains, c'est pas le meilleur de Eisenstein, mais c'est peut-être celui qui est peut-être le plus flagrant, quoi. Après, on parle le Cuirassé Potemkin, si vous avez un film plus clair, plus marquant concernant le style d'Eisenstein à proposer,
Je sais qu'Octobre peut revenir de temps en temps, mais je trouve qu'Octobre est un peu lourd. Plus lourd politiquement que Kurase Potemkin. C'est une impression, hein. Je l'ai pas vu depuis un moment. Vous pouvez le suggérer. Mais moi, je considère vraiment qu'il faut une base de film, quoi. Que quand tu veux expliquer, je sais pas moi, un montage parallèle, bah, tu reviens toujours au même titre de film. Tu vas présenter le début des temps modernes, tu vas présenter la fin d'Octobre. Bah oui, bah tu reviens toujours aux mêmes exemples, hein. Et après, tu essaies de trouver des déclinaisons modernes si elles te viennent à l'esprit instantanément ou non. Mais on en revient toujours aux vieux films, hein. Mais bon, ces films font peur, parce qu'ils sont vieux, avec des dentiers et tout ça, je suppose, hein. Parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de ces films. Je suis d'accord avec toi, Mixbuzz. Non, mais la culture, ça commence toujours par une admission de son inculture. Et ça, je l'avais déjà dit, en effet, ça plusieurs fois dans des FAQ précédentes. Il faut d'abord comprendre qu'on ne sait rien, et qu'on doit tout apprendre. Oui, je suis totalement d'accord. Alors Arthur, on est d'accord. On ne peut pas demander à tout le monde d'avoir une immense culture dès le début. Ah bah oui. Ah mais je suis totalement d'accord. Mais il faut aussi que ces gens acceptent d'aller un peu en arrière. Parce que je peux t'assurer, si toi tu n'as pas de problème avec ça, il y en a, quand ils voient noir et blanc, c'est niet, hein. Et ça pour moi c'est un gros problème, hein. Alors à partir de quoi ils vont considérer qu'il y a une base sur laquelle ils vont poser en fait des pierres pour construire leur cinéphilie? C'est pas avec Spider-Man No Way Home qu'ils vont construire quoi que ce soit, hein. Vous vous rendez compte de la base dégueulasse sur laquelle ils vont construire leur cinéma? Moi j'ai peur pour mon neveu parce que sa base à lui c'est Cars, hein. Alors il est encore jeune, on peut commencer à dévier un peu le truc, mais il faut des bases solides, des récits qui soient solides. C'est pas No Way Home qui va me... Et je prends un exemple très très exagéré, mais des gens qui ont découvert le cinéma avec Pulp Fiction, et rien de plus pour se défoncer le cinéma qu'en commençant avec Pulp Fiction, hein. Faut commencer avec des trucs sains, des trucs plus posés. Commencer le cinéma en considérant classique des films qui sont complètement déstructurés, c'est déjà une déstructuration de l'esprit. Alors personne après va complètement rejeter, je pense, une partie du cinéma. Il est clair je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'accepter la nouvelle vague quand on sait d'où elle vient. C'est-à-dire avec un cinéma de papa, un cinéma ultra classique. Et on peut comprendre du coup beaucoup mieux pourquoi il y a eu tout d'un coup une explosion de tout ça avec différents cinéastes. Parce que si on le prend de base comme ça, en considérant une nouvelle vague, c'est la base de mon cinéma à moi, mais on part avec une base qui est complètement déconnectée, en fait, de son passé. Il faut revenir au passé. On est obligé, sinon on prend le chemin en cours de route et on sait même pas où on va. Et en plus, tu te fais passer pour un gros débile quand il y a des gens qui ont plus d'expérience qui vont dire « Non, mais mon petit, t'as rien compris, en fait. » Donc pour éviter aussi ces moments de gêne envers des gens qui vont dire « Oui, mais ça, en fait, non. Parce que ça et ça. » Et tu dis « Ah oui, bah si j'avais peut-être regardé un peu 10 ans ou 15 ans avant, bah je serais pas tombé dans le panneau. » C'est con, ça, hein. Mixbuzz, on est d'accord, mais 90% des gens, y compris des critiques qui ont d'énormes lacunes, pensent que... Oui, mais parce qu'ils veulent pas Ils ont aucune considération pour le cinéma en tant qu'art, et pour leur propre compréhension de leur période actuelle dans l'entièreté du cinéma. C'est des gens qui ne se posent pas plus de questions, ou qui n'angoissent pas plus pour une sorte d'équilibre à atteindre dans sa vision. Pas que ça... Moi, je souhaite pas avoir une vision trop déformée du cinéma. Je souhaite quand même me rendre bien compte de certaines choses, que le cinéma américain a beaucoup de emprise et que je peux arriver à m'en détacher, de comprendre que l'histoire est importante, que le langage du cinéma, notamment le montage, hein, pour le coup, c'en est quand même mon métier, est quelque chose qu'il faut prendre vraiment très au sérieux et pas faire n'importe quoi avec. Ça, c'est justement tout d'un coup, regardant d'autres films, des films européens, des films russes, des films sud-américains, qu'on se rend compte des fois que tiens, ils ont une façon différente de narrer les choses, de présenter des personnages que les Américains. Et on se dit là, mais il y a d'autres façons de présenter, il y a d'autres façons de faire. Et du coup, on se rend compte, on sort moins d'un carcan, parce que c'est aussi finalement nous bloquer dans un carcan d'idées politiques et aussi d'émotions. Comment présenter d'autres émotions, ou les mêmes émotions d'une autre façon. Donc il faut essayer de ne pas avoir trop une image déformée, et c'est en cela que il faut aller dans le passé, il faut voir d'autres nationalités. Et je ne parle même pas de genre de film, là je parle vraiment de nationalité et de décennie. Il est clair que sur la planète entière, c'est pas le cinéma excitant qui est le majoritaire, hein. Il est clair, mais comme de l'eau de roche, que c'est le contraire, hein. Donc autant s'habituer plutôt sur ce cinéma qui n'est pas excitant,
qui n'excite pas comme ça les gens avec des tonnes d'effets, parce que c'est le cinéma dominant, hein. C'est pas le cinéma qui excite qui est le dominant. C'est le plus bruyant, alors ça certainement, mais ce n'est pas le plus important en quantité et en qualité. Mais ça c'est compliqué de s'en rendre compte au départ, hein. Mais c'est une quête, hein. Il faut aller se balader, se mettre un peu en danger. Ou, encore une fois, par le biais d'un réalisateur ou d'un film qu'on a bien aimé, on cherche « Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre ?» etc., etc. Et après, on retombe sur un film bien éloigné du point de départ. Mixbuzz, tu dis « Personne ne sera jamais d'accord sur ce qu'est une base classique. » Je pense qu'il y a un travail à faire, mais il faut mettre les mains dans le cambouis. C'est comme l'idée du chef-d'œuvre. En art visuel, en peinture, il y a clairement une définition du chef-d'œuvre qui peut être qualifiée. Et pourquoi pas dans le cinéma? Parce que finalement, tout le monde peut avoir de l'émotion devant un tableau. Hein. Et pourtant, il y a une définition qui existe. Donc pourquoi pas au cinéma? Et c'est une question que je me poserai un moment. Je vous fournirai sûrement une réponse sur cette problématique. Je me poserai la question et je fournirai sûrement une vidéo sur la question du chef-d'œuvre au cinéma. Mais parce que chacun est dans sa petite bulle et pense qu'il a raison de se cacher derrière des ressentis, encore une fois des ressentis de chef-d'œuvre, il pense qu'il n'y a pas de définition objective sur ce qu'est un chef-d'œuvre. Et on abuse aussi du terme, alors qu'il existe réellement. Et ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. On peut l'utiliser, mais tout en sachant très bien l'utilisation qu'on en fait. Je devrais le formuler comme ça. Mais je pense que les définitions existent en art et peut-être appliquées aussi à des œuvres de cinéma. Et justement, je me renseignerai, j'essaierai de voir quels sont les éléments qui définissent un chef-d'œuvre en art, dans les beaux-arts, et est-ce que tous ces éléments peuvent être appliqués pour définir un chef-d'œuvre au cinéma? Je me renseignerai sur ça. J'ai trouvé une conférence qui parlait de qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre, et à côté j'avais la vidéo de Reggie Gorilla, qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre. Je crois que la différence sera palpitante à écouter, j'en suis certain. Si tu présentais ta propre liste de films classiques, quels films apparaîtront? Tu peux citer au moins 5-6 films. Les 7 samouraïs, ça, pour moi c'est un classique aussi, surtout pour le comportement. Je trouve que c'est vraiment une façon de créer des comportements qui est vraiment complètement pas du tout américaine. Je dirais, je trouve que l'Aurore de Murnau a quelque chose qui englobe beaucoup d'éléments de tout ce qui l'entoure de la décennie des années 20. Donc là on en a 2. Je dirais que La prisonnière du désert est un western, est un classique. Bon, c'est pas le western que je préfère, hein, mais c'est un classique. Je dirais qu'un Hitchcock, je dirais peut-être La mort aux trousses est un classique, puisqu'il préfigure au James Bond déjà. Hein. Je mettrais peut-être encore un film, on peut remonter un petit peu vers les années 80. Oh, je dirais qu'un autre classique, un film qui... Bon, je pourrais mettre Jurassic Park assez facilement, mais je pense que je vais mettre Jurassic Park parce qu'on parle souvent qu'est-ce qui est classique dans le monde moderne, mais je dirais Jurassic Park, hein, c'est quand même quelque chose qui a été innovant, qui était populaire, que beaucoup de gens ont vu, qui est assez clair aussi, c'est une image claire, Jurassic Park. Ce n'est pas boursouflé. Je dirais aussi qu'il y a... dans The Dark Knight une forme de classique, puisque c'est un film qui a chopé en fait des choses de son temps et qui se sont trouvées confirmées en fait dans des films à grand succès qui sont venus par la suite. Le film date de 2008 et on a eu beaucoup de scénarios qui ont puisé des éléments de The Dark Knight dans les années 2012-2013 et tout le James Bond de Skyfall et suivant Skyfall a été influencé par The Dark Knight. Et je considère que The Dark Knight est une sorte de classique, comment dire, déjà beaucoup de gens l'ont vu, mais il y a des éléments en fait qu'il a capté de cette époque-là, qu'il a ressorti et qui a commencé son petit chemin d'héritage. Et c'est curieusement très tôt. Mais je pense que les flux d'informations et le flux des pensées vont beaucoup plus vite aujourd'hui, donc les choses ont des fois une résonance quasi instantanée et dans l'année même on a déjà des références qui se trouvent sur internet ou l'année suivante dans des nouveaux films. Parce que pour moi des classiques ce sont aussi des films qui laissent des traces auprès du spectateur normal, mais aussi auprès du spectateur artiste
qui va être un réalisateur ou quelqu'un qui va faire de la musique ou que sais-je. Voilà, moi je dirais comme ça des films. Pour les films plus récents, c'est toujours difficile, il faut du recul pour se rendre compte de l'impact. Mais il est clair que Jurassic Park a eu un impact. Et pour moi, de ce que j'en ressens sur les éléments en fait qui ont découlé après sur la décennie 2010, The Dark Knight a été une sorte de force, mais on pourrait dire aussi comme ça Avatar hein, sur la performance capture. C'est un classique de la performance capture, une classique très réussie et qui est encore impeccablement regardable aujourd'hui. C'est ça qui est très très étonnant, c'est que le film était tellement en avance sur son temps qu'on peut le regarder aujourd'hui, on a l'impression qu'il vient de sortir. Ça c'est saisissant, c'est une grande réussite du film. Là où il y a encore des films aujourd'hui qui se vaut sur la performance capture. Là, j'écoute le Truman Show. Pour moi, c'est pas un classique parce qu'il est beaucoup plus resserré sur son propos. Moi, je considérais que Matrix est plus fort. Il y a plus de choses, Matrix, pour le coup. Oui, Arthur, il y a le risque de voir des films trop tôt. Ah, bah ça, c'est l'équilibre, c'est l'éducation. Le problème, c'est que certains classiques, tu vois, sans connaître le contexte, tu peux pas comprendre le sens. Bien sûr qu'on peut comprendre le sens, Mixbuzz. Tu peux comprendre le sens de n'importe quel film. Si un film doit être lié à un contexte, c'est un très mauvais film. Un film peut être toujours lu sans avoir tout un arsenal de textes pour t'expliquer en quoi c'est... Non. C'est justement, c'est ça un classique. Et après, au fur et à mesure, bah, tu vas apprendre des choses autour du film. Ça ne veut pas dire qu'instantanément, tu dois tout savoir sur le film avant de le lancer. Hein. Tu fais l'apprentissage du film qui t'a bercé et tu te rends compte en fait de son importance au fur et à mesure. Où on te dit qu'il est important parce que telle ou telle chose. Si moi j'avais un enfant, moi je ferais en sorte de voir des classiques avec lui et quand il est en mesure de comprendre ce qui se passe autour d'un film, je lui explique. Accompagner aussi les gens. Ça reste de l'éducation à l'image. Hein. Regarder des classiques, c'est pas juste regarder des films. Hein. Il y a un accompagnement. Hein. C'est de l'éducation à l'image, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Le rapport de fascination va se transformer en un rapport d'éducation vis-à-vis du film qu'on aime. Citizen Kane, on peut très bien le comprendre, sans avoir vu des tonnes de films avant. La preuve, je l'ai fait. Moi, je l'ai regardé en cours, j'étais en seconde peut-être, ou en troisième, je sais plus. J'ai eu aucun problème à comprendre de ce qui se passe. Hein. Et après, on a eu un dialogue avec le mec qui nous faisait la projection et on comprend plus de choses. Mais on comprend totalement le film sans avoir un bagage autour. C'est là, tu vois, au Mixbuzz où on en revient à l'idée d'avoir des classiques plus purs. Là où moi je suis pas d'accord avec les gens qui disent j'ai découvert le cinéma avec Tarantino, je me dis mon pauvre enfant, déjà déformé. Pour ça aussi qu'il y a toujours des cinéastes qui reviennent hein, constamment. Valérian, pour toi, Cœur de Dragon est un film noble ou un classique ou les deux? Ah bah pour moi, ni rien ni l'autre. Hein. C'est un film qui a eu une médiatisation importante à son époque, du fait des effets spéciaux, mais ces effets spéciaux aujourd'hui sont absolument affreux. Le film souffre de pas mal d'éléments assez kitsch. Le film est un film de son époque, c'est plutôt agréable à regarder, mais ce n'est pas un classique. Hein. Ce n'est pas un film d'influence. Moi je trouve que Willow pourrait s'en approcher que ce film-là. Hein. Willow est plus âgé. Hein. Cœur de Dragon est un peu plus récent. Il date de fin 90, je dirais. Comme ça. Je suis pas sûr, hein, mais fin 90, alors que Willow c'est mi-80, donc bon. Oh non, pour moi, Cœur de Dragon n'a rien à faire dans le classique. Hein. Tu vois, c'est là où on voit la différence. Willow me donne plus l'impression d'être un classique que le Cœur de Dragon, tout comme Le Seigneur des Anneaux me donne plus l'impression d'être un classique que Narnia. Tu vois un peu l'échelle, en fait, il y a des meneurs et des suiveurs. On pourrait même dire que Willow n'est pas un classique, mais que Conan le Barbare est un classique de l'espèce d'épique fantasy, d'histoire d'épique fantasy. On peut toujours trouver un film encore avant qui a plus marqué. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Après, je peux pas vous promettre forcément une régularité des vidéos. Hein. Moi, je fais de mon côté. Donc oui, vous me trouverez peut-être chez Samir de temps en temps pour l'émission Parole. Hein. Encore une fois, il y avait cette question du film afghan. J'ai bossé un peu dessus à Noël, pas autant que j'aurais souhaité, mais j'ai bossé dessus. C'est un temps court de travail, hein, donc il va y avoir du film afghan sur la chaîne. Mais ça me prend un peu de temps de lire les textes en anglais, de voir ce que je peux en retirer, de voir le film, tout ça. Je prends mon temps, c'est noyé parmi des choses et je peux vous assurer qu'à partir de mi-février, comme je vous ai dit, il y a Total War, Warhammer 3 qui sort sur Steam.
moi je vais le poncer, mais genre sévère, et bah, du coup la chaîne elle sera un petit peu morte, elle sera un peu arrêtée, donc il y aura un temps de vraiment de pause, mais voilà, vous savez, vraiment là j'ai pris mes aises avec la chaîne, et Dieu merci, ça faisait des années que je voulais dire je ralentis le rythme, et au final c'est pas un problème, je me sens pas poussé de... En fait, je sors une vidéo quand j'ai vraiment... Je me sens que j'ai envie de sortir quelque chose sur la chaîne. J'ai vraiment plus... j'ai plus d'attente. Je vois que ça sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Il y a tellement de médiocrité un peu ailleurs. Et c'est comme par hasard, je dirais, les gens les plus pertinents sont ceux qui ont le moins d'abonnés. Il y a quelques rares personnes qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, comme le ciné-club de Mr. Bobbin. Des fois, on se repose un peu trop sur nos lauriers, et ça, c'est jamais très bon quand on parle de cinéma. La chaîne de Samir monte tranquillement, mais bon, ça reste une très petite chaîne, hein. Mais elle a beaucoup d'intervenants, ça j'aime beaucoup. Il y a toujours... Voilà, sur la semaine, peut-être une ou deux émissions sur lesquelles on a vraiment du plaisir à voir. Ah, gros joueur, eh bien oui, je joue quand même aux jeux vidéo, hein. Je suis aussi des gens jouer aux jeux vidéo. Je suis content de ne pas avoir coupé le pont avec le jeu. Par exemple, Stalker 2 qui sort en avril, ben celui-là, je pense que je le ferai. Et aussi Baldur's Gate 3. Alors ça, à ma grande surprise, ce jeu me plaît énormément. Tout ce que j'en ai vu, ça me plaît vraiment de pouvoir l'appréhender, donc je serai aussi sur Baldur's Gate 3. Je n'ai pas fait les deux précédents, mais ils ne me tentent pas vraiment. Mais le 3 me plaît beaucoup. Attends-tu Aquaman 2? Ben si j'avais quelques images, oui, mais là on n'a aucune image, donc je dirais non. Ça c'est typiquement les films qui peuvent me plaire si je vois les trailers qui me plaisent, tout simplement. Oui, t'as eu l'alpha. Xis 3. T'as joué à l'alpha, le morceau que l'Ariane Studio a proposé aux joueurs. De ce que j'ai vu, ça a l'air formidable, hein. On peut balancer les gens dans le vide, il y a des interactions qui sont différentes vraiment en fonction de tout ce qui se passe. On a une customisation des personnages assez dingue, on peut vraiment faire une petite troupe de 3-4 personnes pour avoir des barres, mais se faire des barres de rire lors des aventures, et moi j'ai envie de rencontrer ça, hein. J'ai envie de rencontrer des joueurs avec qui je pourrais me marrer, et vraiment sur le jeu avoir passé beaucoup de temps, beaucoup de plaisir, voilà. Donc le jeu semble offrir ça rien que dans son acte 1 qui est à moitié terminé. Alors j'espère que quand le jeu sera terminé, on aura un superbe film, un superbe jeu, et qu'on pourra bien profiter de toutes les interactions possibles. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une très bonne, encore une fois, bonne année tout le monde, hein. Commencez bien votre année, plein de bonnes ondes, hein, de réussite pour vos divers projets, quel qu'il soit. Je vous remercie pour votre présence, pour votre animation de chat. Moi qui croyais que je me disais, oh, le chat il sera peut-être pas très réceptif ce soir, mais en fait non, vous me donnez tort et ça me fait bien plaisir. Je vous remercie pour votre présence, encore une fois pour votre soutien depuis, pour certains, des années. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon dimanche, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez,